Merci d'être là nombreux pour cette nouvelle table ronde sur la liberté d'expression et le charlisme. Donc on est très heureux d'accueillir Daniel Schneiderman qui devrait pas tarder, qui est journaliste, fondateur d'Arrêt sur Image et qui est auteur d'un ouvrage très intéressant sur le charlisme. On va également avoir Lionel Escama, qui est réalisateur d'un documentaire sur Charlie Hebdo. Et alors, malheureusement, je dois vous dire que Gilles Raveau, économiste et ancien de Charlie Hebdo, ne pourra finalement pas participer à cette conférence. La raison, elle est la suivante. En fait, un livre à lui qu'il est en train d'écrire il a un contrat avec une maison qui est détenue par, la maison d'édition de Charlie Hebdo, pardon. Et en fait, il a craint en fait pour le devenir de son livre s'il participait à cette table ronde. Voilà. Donc c'était pour vous indiquer ça. Et je remercie encore grandement Monsieur Schneiderman, Monsieur Escama et Mourad Guichard, qui est journaliste aux médias, de venir nous présenter cette table ronde sur le charlisme et la liberté d'expression. Et je laisse le micro à Mourad. Merci beaucoup. Alors bienvenue à toutes et à tous. Alors je vais me mettre plutôt à l'ombre parce que j'ai pas besoin de soleil pour des raisons natives. Je vous remercie tous deux. Alors et je remercie évidemment, ça a été dit, mais je remercie en particulier Lionel qui a accepté de remplacer Gilles au pied levé et qui connaît parfaitement ce dossier, évidemment à Daniel, d'être venu en voisin, puisque tu habites Tours, d'être venu en voisin à cette table ronde. Alors. Je voudrais juste démarrer parce que le charlisme, c'est un concept inventé par Daniel Schneiderman, mais qui englobe un certain nombre de choses qu'il va falloir détailler, et on va le faire ensemble. Je voudrais prendre, il y a un humoriste, alors je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle un stand-upper à la base, qui s'appelle Naïm, qui fait des sketchs de plus en plus politiques. Et je trouve que c'est une chose assez saine. Il y a de plus en plus de stand-uppers et d'humoristes de la jeune génération qui font des choses de plus en plus politiques, qui sont passés de blagues, de sketchs communautaristes à des sketchs beaucoup plus engagés. Et il citait peu de temps, avec un souci de décompression, il citait peu de temps après les attentats de Charlie Hebdo, il expliquait qu'en fait, il faisait partie des gens qui, potentiellement comme moi, ont acheté après la parution du nouveau numéro de Charlie Hebdo, après le 7 janvier, qu'il avait acheté 3 fois Charlie Hebdo pour se rappeler pourquoi il ne le lisait pas avant. Et je trouve cette sortie assez marrante en fait, parce qu'effectivement il y a eu, je crois, un emballement après Charlie Hebdo, il y a eu un emballement sur la qualité, et je pense peut-être, on en reparlera, mais peut-être une perte de rapport à la réalité, notamment rapport critique vis-à-vis de la ligne de Charlie Hebdo après les attentats. Je voudrais savoir tous les deux quel a été, mais de manière intime, quel a été votre rapport avec Charlie Hebdo et quand ça a commencé, Daniel? C'est bon? Ah, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Mon rapport avec Charlie Hebdo, il commence quand j'ai 16-17 ans, mais il commence à être je suis très vieux, hein. Donc il commence du premier Charlie, le Charlie de Cavana, de Choron, de Rézère, de GB, de Wolinski, le tout premier Charlie, le Charlie des années 60, fin des années 60 et début des années 70. Et c'est un rapport de collégiens et de lycéens avec cette chose assez quand même très transgressive et assez inclassable à l'époque, qui m'initie vraiment, qui compte beaucoup dans ma formation à l'antimilitarisme, à l'écologie, aux énergies nouvelles, aux énergies renouvelables. On oublie tout ça, mais par exemple, le Charlie des années 70, c'était un Charlie très écolo. Rézère était un propagateur obsessionnel du solaire, de l'éolien, et GB aussi d'ailleurs. Voilà. Donc mon rapport avec Charlie, c'est ça. Et puis ensuite, il y a une éclipse, c'est-à-dire qu'ensuite, d'abord moi j'arrête de le lire, et puis ensuite Charlie s'arrête de paraître. On peut dater, s'il te plaît. Il s'arrête de paraître en 81,
Parce que autant ça leur allait bien de cartonner la droite, les curés, les réactionnaires, les militaires, etc. Autant quand la gauche arrive au pouvoir, ils trouvent pas leur distance, quoi. Ils trouvent pas leur distance, parce que dans les premiers temps, ils sont assez séduits par les promesses de la gauche, les promesses de Mitterrand, les promesses de la gauche. Et puis le public ne s'y intéresse plus tellement. Le public s'y intéressait à l'époque où vraiment la droite réactionnaire était triomphante, voilà, et qui était une époque assez étouffante. Quand Mitterrand arrive, il y a quand même une bulle d'air qui s'ouvre, et donc ils arrêtent de paraître. Et ils reparaissent donc, mais le journal qui reparaît n'est plus le Charlie de Cavana et Choron, même si Cavana y écrit encore, et même si Cabu, par exemple, y est encore. Je n'ai pas cité Cabu tout à l'heure. C'est le Charlie de Val. C'est-à-dire c'est le Charlie qu'ensuite on va connaître, et que les générations suivant la mienne vont connaître jusqu'à aujourd'hui, en fait. C'est ce Charlie-là qui va ne plus être seulement un fanzine un peu déconnant, enfin très déconnant même, mais qui va avoir la prétention d'être un vrai journal politique, parlant sérieusement de questions sérieuses. Quand Philippe Val arrive avec tout un discours, voilà, les années 70 c'était formidable, on avait le droit de déconner parce que tout allait bien, mais maintenant la situation est grave, la situation planétaire est grave, donc on va arrêter la déconne, quoi. On va arrêter la déconne et on va faire des éditos extrêmement sérieux, extrêmement péremptoires. Alors dans les années 90, c'est sur la Yougoslavie, hein, et donc Philippe Val et une partie du journal s'alignent sur les positions de l'OTAN contre la Serbie, quand l'OTAN commence à bombarder notamment le Kosovo. Et ensuite, à partir de 2000, et notamment à partir du 11 septembre 2001, la dominante du nouveau Charlie va être, sous couvert de combat contre l'islamisme et l'intégrisme islamiste, sous couvert de ça, va frôler, et même très souvent davantage que frôler, l'islamophobie, et une espèce de phobie de l'islam et des musulmans en général, et des collégiennes et des lycéennes de banlieue qui portent des foulards, etc. Donc ça va devenir tout à fait autre chose. Et je vais toujours pas le lire d'ailleurs. je vais toujours pas le lire. C'est une époque où voilà, j'ai l'impression, avant de l'ouvrir, de savoir ce que le journal contient, donc je ne le lis pas. Et je vais personnellement le redécouvrir. Au moment des caricatures de Mahomet, donc là on est en 2006, et c'est le grand moment on va dire de l'achèvement de la bascule de Charlie. C'est le moment où Charlie publie les fameuses caricatures de Mahomet qui ont été publiées par un journal danois, un journal conservateur danois. Et non seulement Charlie publie ces caricatures, mais Charlie fait de cette caricature un acte politique. C'est-à-dire Philippe Val, qui est le directeur du journal, signe un manifeste avec Bernard-Henri Lévy et d'autres intellectuels en vue, en disant voilà, non seulement nous les publions, mais nous pensons qu'il faut les publier, et que tous les médias qui ne les publient pas sont des lâches, et nous on est courageux, etc. C'est-à-dire il faut un véritable... Et donc là, ça va devenir encore autre chose, c'est-à-dire que là, on cesse à partir de 2006, et surtout à partir donc du procès de 2006, c'est-à-dire du procès que leur fait la mosquée de Paris, hein, et que la mosquée de Paris va perdre, et procès au cours duquel ils reçoivent le soutien spectaculaire et inattendu de celui qui va devenir président de la République quelques mois plus tard, qui est Nicolas Sarkozy. Donc à partir de ce moment-là, Charlie devient tout à fait autre chose. Bon, à l'époque, c'est l'époque où on fait arrêt sur image. On fait arrêt sur image sur Internet. On a créé le site d'arrêt sur image après s'être fait virer de la télé, de France 5. Et bon, on va très très souvent parler de Charlie, faire des émissions sur Charlie, des articles sur Charlie, inviter des gens de Charlie. On a eu Charb qui est venu. Val n'est jamais venu d'ailleurs, bizarrement. Mais Charb est venu. Et là, voilà, on fait un travail un peu de déconstruction,
des récits de Charlie. C'est-à-dire qu'au début, voilà, moi je passe d'un rapport intime de gamin, d'ado, à un rapport professionnel avec Charlie. Et bien évidemment, après donc 2015 et après le 7 janvier 2015, s'ouvre encore une autre période qui est la période où Charlie devient absolument intouchable et où il n'est plus permis de critiquer Charlie. C'est plus possible. Et c'est cette période que j'ai appelée le charlisme dans le livre que j'ai publié au début de l'année, là. C'est-à-dire, c'est le moment où Charlie n'est plus seulement un journal, mais est une proclamation politique, est un corps de doctrine, politique, et du fait de l'attentat terroriste du 7 janvier, absolument intouchable, puisque critiquer Charlie, c'est cracher sur les morts, c'est cracher sur Charb, sur Wolinski et sur Cabu. Et si on parle un tout petit peu d'intimité et de rapport intime avec ce journal, je suis de ceux qui ont pleuré le 7 janvier 2015 en écoutant sur France Info la liste des victimes qui étaient égrenées nom après nom et dans lesquels je retrouvais les dessinateurs qui avaient bercé mon adolescence. Donc je suis je suis dans un rapport complexe avec ce journal. Mais encore une fois, c'est pas le travail que j'ai fait, le charlisme, c'est pas sur le journal. C'est sur la manière dont effectivement il a été à l'origine, je disais, d'un corps de comportement, de doctrine, d'interdiction dans le champ médiatique et dans le champ politique. Je peux dire un mot sur Gilles Ravaud, qui devrait être parmi nous aujourd'hui. C'est curieux parce que donc j'ai appris hier, c'est toi qui me l'as appris, oui, que sa défection. Et donc en fait, pourquoi il vient pas? Il vient. Alors Gilles Ravaud, donc c'est un éditorialiste économique, un chroniqueur économique, donc qui écrivait dans Charlie toutes les semaines, plutôt de gauche, de tendance un peu, on va dire décroissanciste, décroissance, avec des papiers économiques qui étaient solides, charpentés, intéressants, et qui a quitté Charlie donc l'an dernier, en 2024. Bon, parce qu'il en avait marre d'une manière générale, mais à la suite d'une couverture de Charlie qui l'a vraiment défrisé. Alors j'ai demandé qu'on puisse avoir l'image, je ne sais pas si on l'a, la couverture de... Si Maxime nous entend, on va pouvoir la diffuser. Maxime déjà est dans la pièce. Maxime, peut-il lever la main? Oui, ça bouge, non mais ça bouge. Ça bouge. Il y a même des couleurs inespérées. Voilà. Voilà. Donc une couverture de Charlie qui a été, on va dire, la couverture de trop aux yeux de ce chroniqueur économique Gilles Ravaud. Poursuis, ça va arriver. À la télé, on est habitué à meubler dans ces cas-là. À la télé, on dit non, mais à la télé, on sait meubler. Mais moi, je suis un très très mauvais animateur de télé. J'ai du mal à meubler et voilà, formidable. Magnifique, merci. Merci Maxime. Je ne sais toujours pas où est Maxime, mais en tout cas... Lui non plus, je crois qu'il est derrière. Lui non plus. Bravo Maxime. Donc ça, c'est une couverture que Charlie a fait le 7 octobre, après le 7 octobre 2023, et qui montre effectivement un combattant du Hamas. J'ai le Mélenchon évidemment et un mollah en train de... Alors Mélenchon avec la bave aux lèvres, le mollah avec un couteau et le combattant du Hamas avec le drapeau palestinien en train de poursuivre un juif. Et en disant nous on n'oubliera jamais, on les oublie jamais, les juifs. Et donc ça, pour Ravaud, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le ras-le-bol, quoi. C'est-à-dire, en fait, je l'avais interviewé à l'époque parce que ça m'intéressait de savoir pourquoi il était parti, pourquoi à ce moment-là. Et il me disait non, mais alors, je veux bien qu'on dénonce la folie de LFI, qu'on dénonce la tyrannie de Mélenchon, etc. Mais les dessiner en
les dessiner en assassins de juifs, c'est pas possible, quoi. Voilà, c'était le... Et donc j'avais fait une interview et voilà, Ravo m'avait un peu dit pique-pendre sur Ries, qui dirigeait le journal à l'époque et qui le dirige toujours. Et donc il était parti. Et là, cette année, donc il nous dit je viens pas. Et pourquoi il vient pas? Parce que en fait, il va publier un livre aux éditions des Échappés, qui sont les éditions de Charlie Hebdo. Et il nous a expliqué que s'il venait ici dans ce mauvais lieu, qui est si vous voulez, la baronnie d'Émeric Caron, en plein cœur de l'Indre-et-Loire. Il avait peur de je ne sais quoi, d'ailleurs. Il avait peur que son livre ne soit pas édité, ou juste de se faire... Et j'ai trouvé ça mais tellement typique du climat actuel, et tellement typique de l'espèce j'ai envie de dire de terreur, c'est peut-être exagéré, mais voilà, cette chape d'intimidation que fait peser tout ce qui concerne Charlie, qui fait que quelqu'un qui aurait été d'accord avec nous, j'imagine, sur pas mal de choses et en désaccord sur d'autres, finalement renonce à venir s'exprimer ici parce que il a peur de déplaire à Charlie. Voilà, je trouve qu'on est au cœur on est un peu au cœur du sujet. Merci beaucoup. Juste avant de laisser la parole à Lionel, et puis vous laissez la parole, on va vite. On va assez prestement passer aux questions-réponses, de façon à ce que vous puissiez interpeller les intervenants. J'avais juste une question sur le fait de la critique concernant Charlie Hebdo, ou l'absence de critique concernant Charlie Hebdo. Il y en a eu une remarquable. Je tire mon chapeau à mes chers amis d'Acrimed, donc l'association de critiques médias, qui avait fait un billet absolument extraordinaire de courage, je le dis, vraiment en connaissance de cause, c'est rarissime. Ils avaient repris une intervention d'une consoeur de France Inter qui avait dit « il faut lire impérativement le billet, vous êtes obligé de le lire », donc il y a toujours une espèce d'assignation comme ça, d'obligation. Vous devez lire le billet de Ries dans Charlie Hebdo, c'était il y a quelques années, je crois qu'il y a 8 ans, quelque chose comme ça, et c'était un billet absolument, je le dis très tranquillement, d'autant qu'on est filmé, absolument abject. Qui parlait de son nouveau boulanger musulman qui faisait des sandwichs où il n'y avait pas de jambon et que c'était un signe rampant de l'islamisation de la société française. C'était absolument dégueulasse. Et pourquoi je dis que c'est absolument dégueulasse? Parce que justement la consoeur d'Acrimed explique que on ne peut pas, parce qu'on a été victime d'un attentat, avec toute la sympathie, et nous avons un point commun d'avoir travaillé, moi avec Cabu au Canard Enchaîné et avec Charb à l'Humanité. Donc, et oui, mais moi j'ai toujours pas digéré. Hein. Tu dis que tu as pleuré, moi j'ai toujours pas digéré la disparition de mes camarades, bien évidemment, j'ai toujours pas réalisé, pour être très clair. D'avoir été victime d'un attentat ne confère pas, c'est ce qu'explique notre consoeur d'Acrimed, ça ne confère pas une analyse géopolitique ou politique ou sociétale, on l'appelle comme on veut, de la situation en France aujourd'hui, si vous voulez. C'est-à-dire que Ries, bah non, malheureusement pour lui, il a été victime d'un attentat, virgule, ça n'en fait pas un expert de la question sociétale, de la présence de l'islam en France, de l'islamisme ou de l'islamisation, puisque c'est ce qu'il théorisait. Et donc, à part cet exemple-là, j'en ai pas d'autres, effectivement. Qu'est-ce qui fait qu'à ce point-là, ça coince? Qu'on ne puisse pas... Alors évidemment, il y a des excès de dire je suis Charlie versus je suis Koulibaly, par exemple, à l'époque, le terroriste Koulibaly. On ne va pas tomber dans ce truc-là, évidemment. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas, en France, aujourd'hui, alors que Sophia Aram, par exemple, se permet des choses absolument délirantes, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas un humoriste, qu'il n'y a pas un journal qui ose porter un regard un peu sérieux sur ce qui est devenu Charlie, comme tu l'as fait au travers de ton ouvrage? Ça me paraît assez simple, c'est le traumatisme. C'est toujours le traumatisme du 7 janvier. Alors que le 7 janvier est traumatisé, d'abord au sens étroit, tous ceux qui se trouvaient dans la salle de rédaction ce jour-là, c'est parfaitement compréhensible. Et c'est ce qui fait que personnellement, quand j'ai écrit ce livre, par exemple, j'ai pas voulu avoir une parole désagréable sur les personnes qui étaient là. J'ai pas une parole désagréable sur Ries, par exemple, même si j'estime qu'on a tout à fait le droit de critiquer le travail de Ries, les dessins de Ries, les éditos de Ries, je veux dire, la personne, voilà.
je veux dire, personne ne peut imaginer ce qu'a été ce moment-là et la perte de ses camarades. Mais ensuite, j'ai envie de dire, ce traumatisme s'est étendu d'abord aux proches et puis ensuite au paysage, à une bonne partie du paysage médiatique tout entier. Pour toi, effectivement, et ce qui a conféré à un certain nombre de personnes qui se sont on va dire, autoproclamés comme les héritiers ou les héritières de l'esprit Charlie et du « je suis Charlie », ça leur a conféré une sorte d'invulnérabilité, un bouclier d'immunité, comme on dit, un totem d'immunité, ce qui explique que Sophia Aram, pour ne pas la nommer, soit encore titulaire d'une chronique d'humour sur France Inter à une heure de grande écoute, alors que non seulement c'est pas le fait qu'on puisse être en désaccord avec elle sur le fond, mais c'est qu'elle ne remplit pas le cahier des charges. C'est-à-dire elle n'est pas drôle. Je sais pas qui a ri dans les dernières années en écoutant une chronique de Sophia Aram, mais personne ne rit. On écoute des prises de position, des éditos, donc elle remplit pas simplement le cahier des charges. Je veux dire, Guillaume Meurice a quand même été viré pour moins que ça. Et quelqu'un comme une autre figure éminente du charlisme qui est Caroline Fourest, tu l'as citée, je crois, alors qui bénéficie aussi d'une sorte de ticket d'entrée à vie dans un certain nombre de chaînes de télé, en dépit des approximations, des mensonges, des manipulations qu'elle a multipliées dans la plupart de ses interventions, voilà, bénéficie de du même totem d'immunité. Alors, pour être clair, je ne crois pas que ce soit simplement l'effet 7 janvier. Je crois qu'il y a plus. Je crois qu'il y a sous-jacent une islamophobie profonde de la société française, qu'on peut, si on veut, faire remonter à la conquête de l'Algérie dans les années 1820-1830, qu'on peut faire remonter d'une manière plus certaine à la guerre d'Algérie et au traumatisme que la guerre d'Algérie a constitué pour les appelés du contingent, qui ont été des centaines de milliers à aller y chercher des souvenirs absolument épouvantables. Donc je pense qu'il y a une... Voilà, et je pense que le charlisme s'est greffé sur ce substrat d'islamophobie est venu, voilà, qui l'a nourri et qui l'a fait prospérer. Mais c'est pour moi, je donne ces explications comme si j'avais l'air de donner des explications définitives, mais ça reste un mystère pour moi, quoi. Ça reste un mystère pour moi, l'immunité dont bénéficient un certain nombre de personnes. Et alors j'ai donné 2 noms, on pourrait en donner 10 ou 20 ou 30. Bien sûr. Et d'autant que maintenant, ils ont en plus un organe central, le franc-tireur, qui ne révèle aucune information, et dont je rappelle qu'ils avaient réussi à titrer, à propos de nos amis de Tzedek, donc des juifs anti-coloniaux ou décoloniaux. Antisionistes. Oui, antisionistes, qu'ils avaient osé titrer juifs, mais pas trop. Je veux dire, on ne peut pas faire plus antisémite que ça. Et je préciserai que pour respecter la ligne de conduite ou la ligne éditoriale de Sophia Aram, je rappelle que je la qualifie toujours, et je l'appelle, je fais un petit coucou à Émeric, je l'appelle toujours, et je me fais un devoir pour respecter sa parole, de l'appeler Sophia Boko Haram, de façon à être sur la même ligne humoristique qu'elle. Je vais te poser la même question, Lionel, donc connaître ton rapport personnel et qu'est-ce qui j'imagine, a conduit à faire le travail dont tu vas nous parler, le travail documentaire dont tu vas nous parler, s'il te plaît. Bon, bonsoir à tout le monde. D'abord, je voudrais dire qu'on m'entend. Je m'étais inscrit en tant que spectateur à cette université du rêve et que je... Ah, pardon. Vous m'entendez pas? Pas du tout? Alors, le micro marche, c'est ta voix, je pense. Ouais, le camarade en régie, je pense, va monter un peu le son, là, je l'ai vu passer, ouais. Il va monter un peu le son, donc, mais vas-y. Voilà, bon, je vais parler plus fort, et que je pensais être assis dans la salle à côté de vous, et puis que j'ai été chercher Mourad à la gare de Tours, et il m'annonce que je vais être sur le... Donc je suis un peu... voilà. Alors, mais... je précise que ça peut vous arriver, hein. On en pioche un ou une au hasard pendant les... Allez, vas-y, je t'en prie. Voilà.
Donc juste pour revenir à la question initiale de Mourad, moi je vivais sur le fantasme effectivement, puisque je suis un tout petit peu plus jeune que Daniel, pas beaucoup, mais un tout petit peu Le plus micro jeune. vraiment en face. Ouais, pardon. Et je suis un tout petit peu plus jeune que Daniel, et donc je vivais sur le fantasme du premier Charlie. Quand il est réapparu, je pense que j'avais une vingtaine d'années, et donc j'étais assez exalté par l'idée que voilà, on allait retrouver enfin un peu de polémique, un peu de poil à gratter, etc. Le journal était très différent, mais moi je ne le savais pas parce que je n'avais pas l'expérience. Je me souvenais de l'émission Droit de réponse qui m'avait marqué, j'étais gamin, avec l'équipe de Charlie qui venait fêter la fin du journal. C'était une émission assez délirante, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Et donc voilà, j'étais lecteur de Charlie, j'achetais tous les numéros. Et puis je suis devenu producteur et réalisateur, et donc j'ai eu envie de réaliser un documentaire sur Charlie, parce qu'il n'y en avait jamais eu, en fait, ils avaient toujours refusé. Et ça a été très long pour qu'ils acceptent, j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Donc de 2003 à 2006 à peu près, j'étais constamment avec eux, même 2002. Donc j'ai connu vraiment l'intimité du journal, des conférences de rédaction. Et comme le disait Charb à l'endroit de Cabu, des fois il ne faut pas connaître ses idoles. C'est vrai qu'en participant, enfin en étant comme ça, présent tout le temps, je suis quand même tombé de haut parce que c'était un fantasme, hein, la rédaction de Charlie Hebdo, etc. Et c'est vrai que le fantasme n'était pas tout à fait à la hauteur, enfin la réalité n'était pas tout à fait à la hauteur du fantasme. Voilà. Non, tu peux préciser, je suis curieux, moi, tu peux préciser en quoi la réalité n'était pas à l'auteur du fantasme? Bon, d'abord, bon. Non, mais attends, parle sans haine et sans crainte. Non. D'abord, effectivement, j'ai découvert le personnage de Philippe Val, qui était un personnage problématique pour le moins, déjà à l'époque. Qui était déjà en rupture avec une grande partie de la rédaction, c'est-à-dire qu'il était vraiment un peu isolé. Il était le chef, le grand chef, il était secondé par Cabu, et d'ailleurs Charb en voulait beaucoup à Cabu, c'est pour ça que je disais que Charb disait tout le temps qu'il avait voulu faire du dessin de presse à cause de Cabu, et que quand il avait rencontré Cabu, il était tombé de très très haut, parce qu'il y avait une vraie collusion entre Val et Cabu. Cavana aussi, que j'ai beaucoup apprécié aussi, était un peu suiveur de ça. Et donc il y avait vraiment deux clans qui s'opposaient très fort, celui de Val, ultra minoritaire, et celui de Charb, qui progressivement prenait un peu le dessus. Mais effectivement, l'édito de la première page était celui de Val, et c'est sans doute celui qui imprimait la couleur du journal. Donc je pense que Daniel retenait plutôt ça que les dessins et les articles de Charb ou d'Antonio Fischetti, etc., ou de Luz, qui eux restaient sur une ligne, me semble-t-il, respectable, honorable, enfin voilà quoi. Ce qui n'était pas du tout le cas de Val. Bon, je sais filmer, bon, bref. Attends, tu vas pas publier un livre aux éditions des Échappés, c'est pas prévu. T'as pas un contrat avec Chris, là? C'est pas prévu. Bon, alors, parle. Et du coup, je sais plus pourquoi je disais ça, mais Val était dans une volonté très ambitieuse, on le sentait. J'avais une conversation avec GB, tu l'as pas cité, qui malheureusement est mort très tôt, qui est quelqu'un de formidable, et qui me disait que il me racontait cette anecdote à propos de Guy Lux. Je ne sais pas si Guy Lux était une star dans les années 60-70 de la télé, au moment où Charlie était très fort. Et c'était une de leurs têtes de turc, en fait, Guy Lux. Et il se trouve qu'une fois, par hasard, GB rencontre Guy Lux quelque part. Et ils se retrouvent, ils ont des affinités. Guy Lux déteste la corrida, il aime l'opéra, il aime une certaine littérature. Et GB tombe d'eau. Il me dit qu'après, il n'a plus jamais critiqué Guy Lux de la même façon parce qu'il l'avait rencontré. Et donc la ligne de conduite des journalistes de Charlie, c'était ne jamais rencontrer personne. Et Val faisait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il dînait en ville tout le temps, c'était un intime de Carla Bruni, qui n'était pas encore la femme d'eux, mais voilà, qui avait déjà... Il était tout le contraire de ce que Charlie était, c'est-à-dire un journal très indépendant, indépendant des politiques, y compris de son propre camp. Quand Val, lui, était très ambitieux, allait dîner avec Hollande, voilà. Quoi.
Mais ceci dit, ça c'est bien avant les attentats, puisque tout à l'heure Daniel parlait du traumatisme des attentats. Qu'est-ce qui fait... Alors je rappelle que Val a eu les honneurs de Radio France, il a été remercié, on va dire ça comme ça, par Sarkozy. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, à cette période-là, il y a une acceptation de changement de ligne éditoriale et d'acceptation de la mainmise de Val sur Charlie Hebdo? Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas d'acceptation. Enfin, moi, ce que j'ai vécu, c'est vraiment une guerre. C'est-à-dire qu'ils se détestaient. C'est-à-dire que vraiment, en conférence de rédaction, il y avait Val, c'était un grand bureau circulaire comme ça, c'était rue Turbigo, juste en face d'une église, c'était marrant. Il y avait une église là qui était juste là. Et donc Val était d'un côté du bureau, Charb était en face avec Luz, avec T-News, etc. Et c'était une vraie... Enfin, il y avait deux clans, quoi. Non, mais la vraie question, si je peux me permettre, c'est pourquoi les historiques restent? Pourquoi Cavana reste? Pourquoi Cabu reste? Et en effet, le fait que les deux, Cavana, figure historique, Cabu, autre figure historique, le fait que les deux restent a contribué à totalement brouiller les pistes. C'est-à-dire on ne savait plus si on avait affaire au même journal qu'on avait connu 15 ans plus tôt ou à un autre journal. Et moi, de ce que je sais, c'est que c'est assez simple. Il reste pour le fric. Il reste pour le fric. Alors, Cavana il veut manger. Ouais. Veut manger. Non, je pense que c'est pire que ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, ils sont dans la totale adhésion. Enfin, adhésion, c'est pas le mot, mais en tout cas, ils sont un peu lâches, notamment Cabu. En fait, Val rachète Charlie Hebdo avec Cabu et avec Cavana. Ils sont tous les trois départ et un autre mec, j'ai oublié le nom, qui était rédacteur, enfin je ne sais plus ce qu'il faisait, mais bon, ils sont 4. Mais c'est Val qui vraiment a une main de fer sur le journal. Et bon, Cabu est vraiment son complice, et c'est pour ça d'ailleurs que Charles le déteste. Et Cavana, il est un peu âgé, effectivement. Peut-être que les deux explications se rejoignent. Oui, c'est vrai. Mais en tous les cas, c'est pas vrai pour Charb, par exemple. Non, bien sûr, non, je parlais des historiques. Ouais. Bon, peut-être pas faire le... Non, voilà. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas effectivement ciblé sur Charlie Hebdo. C'est des vieilles histoires. Oui, non, mais c'est bien de recontextualiser quand même cette période qui me semble importante. On va revenir au charlisme et alors pour le coup, on peut employer le terme d'entrisme. Autant je suis partagé sur la notion d'islamophobie, mais c'est un autre débat. Je pense que l'islamophobie, alors, je fais un mea culpa, mais j'ai soutenu la notion d'islamophobie pendant un moment. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est-à-dire que j'estime que l'islamophobie, en fait, c'est une forme aboutie de racisme. C'est-à-dire que l'islamophobie permet de dire, on est en France, il y a la loi de 1905 qu'on ne connaît pas, il y a le Coran qu'on ne connaît pas du tout, mais on a le droit d'être islamophobe. Et donc, on va se cacher, je pense, de manière, par habitude de suivi des médias, notamment les médias mille collines du type CNews et compagnie, ils disent on a le droit d'être islamophobe, alors qu'en fait, très clairement, c'est un vernis qui cache un racisme profond. Sur le charlisme, je suis très surpris comment analyser la capacité d'entrisme. Alors je pense à des Enthoven, à des Fourest, effectivement, qu'on voit à H24 sur les plateaux de télé. Ils ont même tenu leur chaîne de télévision, qui passent que des émissions complètement débiles, des trucs sur la décoration, les chiens et les chats sans collier, je ne sais même pas ce que c'est ce truc-là. Et puis des recyclages d'émissions à la con des années 80, belges notamment. Qu'est-ce qui fait... T'as quelque chose contre les Belges ? Non, il y a peut-être des Belges dans la salle. Hein. Non, mes chers amis belges ont une capacité de production d'émissions à la con qui est quand même assez élevée. D'accord. Mais non. Tu vas te faire bien voir. Tu sais, c'est enregistré. Heureusement que c'est pas enregistré. Ouais. C'est enregistré. Comme dirait la Bajon, on coupera au montage. Non. Ce que je veux dire, c'est que ils font des bras d'honneur de manière permanente. Ils sont invités partout, et ils ont même eu un ministre porte-parole, à savoir Jean-Michel Blanquer, qui a été un relais encore du charlisme et de tout ce groupement qu'on va qualifier, qui est le printemps républicain, une émanation de ce qui s'est passé après le 7 janvier 2015. Comment expliques-tu cet entrisme disproportionné au sein de l'État ? Je pense que le charlisme apporte quelque chose de spécifique à la droitisation de la scène politique et médiatique française. Tu as cité le printemps républicain qui est un vrai facteur politique de cette droitisation.
Il y a effectivement l'apparition d'une galaxie de médias d'extrême droite, les médias Bolloré, qui sont aussi un facteur extrêmement puissant de la droitisation de la scène médiatique française. Il y a la manière dont les médias Bolloré déteignent ensuite sur l'ensemble des chaînes. Enfin, c'est tout à fait frappant de voir comment les menus de CNews déteignent, la hiérarchie des infos de CNews déteint sur BFM, LCI et un certain nombre de médias français. Je rappelle que deux chroniqueurs d'extrême droite de CNews passent chez France Info quand même, hein, oui. Avec armes et bagages. C'est assez hallucinant. Oui, je suis au courant. Je le précise pour nos amis. Non, je suis au courant. Ils m'ont même invité à venir chez eux. J'ai réservé ma réponse. Qu'est-ce que je veux dire? Le charlisme apporte un ingrédient supplémentaire, mais super important, qui est le gros nez rouge, le nez de clown. C'est-à-dire, le charlisme, il dit, en gros, ces thèmes sont exactement les mêmes que les thèmes du printemps républicain et recoupent largement les thèmes de l'extrême droite, même s'il ne faut pas les confondre, hein, parce que le charlisme, je veux dire, et Sophia Aram et Fourest sont aussi très opposés au RN et font des éditos anti-RN aussi. Donc on peut pas il faut faire un peu de distinction, on ne peut pas les confondre. Mais à cette mouvance-là, le charlisme apporte la touche rigolote, quoi. L'étiquette du Charlie d'origine, du Charlie des années 70-80. Et le contenu emblématique en est la chronique de Sophia Aram dont on parlait tout à l'heure. Je ne vais pas faire une obsession sur Sophia Aram, mais qui effectivement porte l'étiquette chronique d'humour. Voilà, donc toute cette mouvance réactionnaire a besoin d'un alibi humoristique. Je pense que c'est l'apport aujourd'hui du charlisme au cocktail d'ensemble. Merci beaucoup. Alors juste avant de te passer la parole, Lionel, je vais te passer la parole et puis après on va passer à la salle. Alors, je crois qu'il y avait Lou qui... Voilà, tu es là. Donc oui, si tu peux te lever, juste que les gens te repèrent. Voilà, si vous souhaitez prendre la parole, poser une question ou apporter un témoignage, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou. C'est un peu scolaire, mais c'est le meilleur moyen quand même de se repérer les uns les autres. Lionel, est-ce que tu penses qu'il y a un côté, pour compléter ce que disait Daniel, est-ce qu'il y a un côté... j'ai envie de dire naufragé volontaire, pour reprendre Alain Bombard, un côté naufragé volontaire dans la rédaction de Charlie. C'est-à-dire est-ce que concrètement, je pense qu'ils sont en capacité de voir la vague, le dérapage complet de cette ligne éditoriale qui mène au charlisme décrit. Il y aura, je le précise tout à l'heure, il y aura un moment de dédicace et d'échange avec Daniel par rapport à son ouvrage, au Village du Livre. C'est mon côté fête de l'humain, hein, Village du Livre. Est-ce qu'il y a un côté comme ça, on se sabre pour des raisons que vous avez évoquées tous les deux, c'est-à-dire pour des raisons financières par exemple, des raisons de pouvoir, ou est-ce que il peut y avoir un éclairage à un moment donné et qu'on revienne au Charlie d'origine? Tu veux dire aujourd'hui ou... Je parle depuis les 10 dernières années, en gros. Oui, alors, moi, vraiment, je connais Charlie de 2003 à 2006. Je suis dans l'intimité, après, vraiment plus du tout. Donc, j'aurais bien du mal à répondre sur... En tout cas, ce que je sais, pour avoir vraiment connu Charles très bien, c'est que jamais une seule seconde, on peut le soupçonner d'être raciste, d'être islamophobe, etc. C'est quelqu'un qui a été plusieurs fois en Palestine, qui soutenait le Fatah, qui soutenait Arafat. Enfin voilà, c'était vraiment un type très engagé, moi, je le percevais souvent comme un soldat. Charles, il était souvent en treillis, et il avait un côté comme ça très jusqu'au boutiste. Et en fait, je pense que lui, s'il restait à Charlie, c'est parce que justement, il croyait dans le journal et qu'il voulait y apporter quelque chose que Val n'apportait pas ou d'autres. Mais je pense qu'il n'y avait pas d'intérêt ou financier ou d'ego, etc. Je pense que c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement sincère, comme l'était aussi T-News, par exemple, qui passait beaucoup de temps en Palestine. Enfin, c'était des gens extrêmement sincères. Je pense aussi à Antonio Fischetti. Je ne sais pas ce qu'il fait maintenant, Antonio, s'il est encore à Charlie ou pas. Tu vois qui c'est ou pas? Très bien, mais je ne sais pas ce qu'il fait. Qui était aussi quelqu'un d'extrêmement sincère, qui se donnait à fond, etc. Donc encore une fois, il y avait vraiment deux Charlie dans Charlie. Voilà. Tu veux compléter, Daniel? Moi, je ne les ai pas du tout connus intimement comme Lionel les a connus. Naufragés volontaires... C'est marrant parce que pour revenir à Gilles Raveau,
dans l'interview que j'ai faite de lui quand il a quitté Charlie, en critiquant le personnage de Rhys pour ses côtés odieux, etc., il a ajouté je suis extrêmement admiratif de la posture christique de Rhys. Christique, ça veut dire sa dimension sacrificielle, quoi. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête quand on parle des personnes. Je veux dire, c'est des gens qui ont accepté depuis les caricatures, c'est-à-dire depuis 2006, de vivre entourés de gardes du corps en permanence, de vivre dans une ambiance de risque permanent, qui en ont payé évidemment le prix du sang le 7 janvier 2015. Et je pense que tu posais tout à l'heure la question des raisons de leur immunité. J'en ai énuméré certaines. Mais je pense qu'une certaine, s'agissant de la gauche par exemple, une certaine mauvaise conscience d'un certain nombre de personnes de gauche qui ont un peu pris à la légère, dans les années d'avant 2015, les menaces qui pesaient effectivement sur les journalistes et les dessinateurs de Charlie, cette mauvaise conscience peut expliquer aussi une certaine réserve et timidité aujourd'hui à les critiquer trop fort, quoi. Et j'ai envie de dire que je m'inclus. Tu nous laisses comme ça, là. Hein ? Tu veux parler du Charlie d'aujourd'hui Non, mais avant 2015, il m'est arrivé, non jamais d'écrire, mais de penser. Et puisqu'on est entre nous ici, je peux confesser mes mauvaises pensées. Il m'est arrivé de penser, sans jamais l'écrire, qu'ils exagéraient un peu avec les risques qu'ils disaient courir. Je me souviens d'avoir eu des mauvaises pensées du style ok, enfin voilà, ils en rajoutent, quoi. Ils en rajoutent et même c'est bon pour le business. Je m'empresse d'ajouter que je n'ai jamais transcrit ces mauvaises pensées dans un article quel qu'il soit. Et voilà, il m'arrive de repenser à ces mauvaises pensées, et voilà. Il y a quand même des règlements de compte. Je pense par exemple à notre chère Rokhaya Diallo, qui avait été insultée en plateau en disant qu'elle avait armé idéologiquement les assassins, les Kouachi. Enfin, honnêtement, moi j'essaie de me replacer à cette époque, avant 2015, il était quand même compliqué d'envisager un quart de seconde qu'en plein Paris, des gens armés de Kalachnikov allaient dézinguer une rédaction entière. Eh bien, on avait tort de ne pas l'imaginer. Je n'en sais rien. Honnêtement, je n'ai pas de culpabilité par rapport à ça, parce que être Charlie, me semble-t-il, vous donnerez votre avis si vous le souhaitez, être Charlie, c'est aussi pouvoir critiquer Charlie Hebdo. Mourad, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut pouvoir critiquer Charlie Hebdo, et Dieu sait qu'on le critique, et Dieu sait que ce livre n'est pas un livre tendre sur Charlie. Mais comment dire, quand on a commis une erreur, même une erreur intime d'analyse sur un point comme celui-là, quand on a été démenti par les faits, je pense que voilà, il faut vivre avec ce démenti sanglant. J'entends parfaitement. Sans renoncer à rien sur le fond. Sans renoncer à rien sur le fond, c'est-à-dire sans renoncer à ce qu'on a envie de dire, sans renoncer, quand ils font aujourd'hui une caricature de maire dans une du journal, à dire ils font une caricature de maire dans une du journal, quand ils font un édito scandaleux, sans renoncer à dire ils font un édito scandaleux. C'est une situation complexe. Ouais, ah non, mais c'est pas simple. Alors, juste Lionel, je te laisse la parole juste après, voilà, parce qu'il y a Lou qui est en panne de crème solaire, donc on va passer vite aux questions. Non, mais je t'en prie. Il y a plein de mains levées. Hein. Ouais. Juste rebondir sur, en fait, les frères Kouachi. Il faut quand même se souvenir qu'ils n'ont jamais lu Charlie de leur vie, ils ne savent pas qui est Charb. Quand ils rentrent dans la rédaction, ils rentrent un peu par hasard, enfin pas par hasard, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne savent même pas où c'est, etc. Donc,
le fait de ne pas prévoir cet attentat, même ces mecs-là, enfin, c'est quand même de charlots, quoi. Ils n'ont aucun plan derrière. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc organisé par des gens. Donc, je pense que le fait de prévoir ce truc est encore plus complexe. Il y a une logistique derrière. Hein. Les procès ont mis en lumière qu'il y avait une logistique derrière. Oui, mais ces deux-là, peut-être qu'ils sont instrumentalisés par cette logistique, mais c'est quand même deux types. Voilà, ils savent même pas qui est Charb, quoi, quand ils arrivent. Non, mais moi, j'arrive pas à dire les faits me dérangent, donc je vois pas les faits. Je veux dire, voilà, il y a des faits, je suis obligé de regarder les faits en face. La preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Hein. C'est ça, non, mais évidemment Merci que les bien. faits sont là. Merci. Allez, on va passer, Lou. Je vous laisse lever la main si vous souhaitez intervenir, s'il vous plaît. Alors, si vous faites, par exemple, partie d'une asso, d'une orga ou quoi que ce soit que vous estimez qu'il soit intéressant de le préciser, n'hésitez pas et surtout donnez votre prénom, s'il vous plaît. Oui, juste une toute petite parenthèse, période. Alors, votre prénom, s'il vous plaît. Jean, j'aimerais avoir quelques mots, peut-être c'est dans le livre, sur l'expérience RIS, ciné, pardon, je voulais dire, de ciné. Voilà. Comment ça s'est passé? Quelle explication? Alors, on est parti Moi, je suis passé de Charlie à ciné naturellement, mais j'ai pas compris. Moi, j'y étais. On est parti pour 1 heure là. Hein. Non, mais s'il faut qu'on fasse l'épisode du licenciement de ciné, on est parti pour 1 heure. Alors, le métier de journaliste en même temps, c'est d'essayer de faire court quand c'est possible. Donc, ciné, dessinateur historique de Charlie Hebdo, et dessinateur polémiste français depuis la guerre d'Algérie, hein, les années 50-60, ça ne nous rajeunit pas. Licencié par Val en 2008, après un papier concernant le fils de Nicolas Sarkozy, et un papier que Philippe Val a considéré comme antisémite. Voilà. Et donc Ciné a été viré, et une fois viré, Ciné a fondé son propre journal, Ciné Hebdo, puis Ciné Mensuel. Bon, et ça a été à l'origine d'un feuilleton de l'été, je me souviens très bien de l'été 2008, ça a été le feuilleton de l'été 2008, on venait de commencer à Arrêt sur Image, nous, j'étais censé être en vacances, mais je ne suis pas allé souvent à la plage pendant l'été 2008, parce que tous les jours, il se passait quelque chose, une tribune, une chronique, une intervention pour Ciné, contre Ciné. Oui, le papier de Ciné était antisémite, mais non, il n'était pas du tout antisémite. Voilà. Donc c'est ça l'histoire, pour la faire vraiment très courte. Et de fait, donc c'est une circonstance où Philippe Val, envirant Ciné, a d'une certaine façon rendu service à Nicolas Sarkozy, puisqu'il a défendu son fils. Et Mourad le disait, l'année suivante, Philippe Val a été nommé directeur de général de France Inter. Alors les mauvais esprits diront, en remerciement du service rendu, parce que je me garde bien de conclure d'une manière trop péremptoire. J'ai fait court, hein, mais sinon c'était un véritable feuilleton. Oui, juste, Ciné était antisioniste à mort, enfin on peut dire ça comme ça, et Val n'était pas du tout sur cette ligne, donc déjà il y avait une rivalité. Mais je dois dire que en 2005, quand j'ai interviewé longuement Wolinski, il y avait déjà une rivalité entre Ciné et Wolinski considérait que Ciné était antisémite. En tous les cas, c'est ce qu'il me disait. Voilà, mais le problème, c'est qu'effectivement, on est en plein dedans. La critique d'Israël, voilà, donc c'était compliqué de... Moi, en tous les cas, j'ai aussi beaucoup discuté avec Ciné, je n'ai jamais ressenti ça. J'ai ressenti qu'il devenait un peu un vieux con. Voilà, c'est-à-dire que comme quelques vieux parfois, il commençait aussi à être gêné par les jeunes femmes qui portaient le voile, etc. Enfin, il avait peut-être du mal à distinguer certaines choses. Il détestait toutes les religions. Voilà. D'une manière générale, il détestait toutes les religions. Tout ce qui était signe religieux lui donnait des envies de se taper la tête contre les murs. Oui, oui, moi aussi, c'est Bruno. Moi aussi, c'était sur Ciné, mon intervention, ma question. Et donc, je vais reprendre quand même. C'est les rapports qu'avaient Charb et Ciné. Ciné, Charb, pour lui, c'était le tonton. Enfin, c'était le neveu, je veux dire. C'était son fils spirituel, en tout cas au début. Ouais. Oui. Et donc, et je crois qu'il a ressenti une trahison, comme une trahison le fait que Charb
l'abandonne. Enfin, c'est-à-dire que Charb a quand même été de son côté, mais effectivement, il est resté à Charlie, il n'a pas migré à Ciné Hebdo. Il a bien fait, je pense, parce que c'était pas non plus bon. Mais effectivement, on peut dire à ce moment-là que Charb peut-être a été un peu dans une certaine forme de lâcheté, oui, ça c'est sûr. Ouais. Pas que lui d'ailleurs, je pense à peu près toute la rédaction, et y compris des gens qui connaissaient Ciné depuis toujours, c'est-à-dire François Cavana, Cabu, voilà quoi. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, la chronique de Ciné qui a déclenché le processus qui a conduit à son licenciement, c'est une chronique dans laquelle Ciné parlait du mariage du fils Sarkozy, de Louis Sarkozy, avec l'héritière des magasins Darty. Et Ciné disait, alors je ne cite pas textuellement, parce que je ne m'en souviens pas textuellement, mais cette héritière était donc juive, d'une famille juive, et Ciné avait écrit « Louis Sarkozy vient de se convertir au judaïsme pour se marier ». Pardon, c'est pas Jean? C'est Louis, vraiment? C'est pas Jean Sarkozy? C'est Jean. Parce que Louis était vraiment gamin, hein. Je pense que c'est Jean. Ah, c'est Jean, pardon, c'est Jean. C'est Jean. Donc, il vient de se convertir au judaïsme pour épouser l'héritière Darty. Il ira loin, ce petit. Voilà le texte de la chronique de Ciné. Donc, après, on est tout à fait libre de se livrer à des exégèses sans fin pour savoir si c'est antisémite, pas antisémite, moyennement antisémite. Il précise pas, hein, il dit juste, ils disent pas il s'est converti, il dit il ira loin ce petit. Je crois qu'ils disent si, parce qu'il s'était converti. Ah bon, il s'était converti. Oui, mais je ne crois pas qu'il le dise. Enfin, je sais pas si. Ah bah sinon il n'y a pas d'affaire. Justement, parce qu'en fait c'était implicite que c'était antisémite, alors qu'en fait c'était juste. Bon. Je crois, hein, mais alors on vérifiera, mais ouais. Je suis quasiment certain qu'il y a une allusion à sa conversion. Bon, on va pas faire un petit pari. En même temps, il y avait eu l'affaire de l'EHPAD, hein, quand même. Il y avait eu l'affaire de sa nomination, le fils Sarko, le fameux Jean avait été nommé à la plus grande institution financière des d'Île-de-France. Donc je pense qu'il y avait aussi ce côté, il ira loin dans le sens où financièrement, il se place, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Lou? Oui. Bonjour, donc moi je suis militante Rêve, je ne vais pas faire dans l'originalité. En fait, j'ai toujours été un peu hermétique à l'humour Charlie, donc je suis peut-être pas objective dans ma question, mais ça n'a pas empêché que lorsqu'ils ont publié les fameuses caricatures, enfin republié les fameuses caricatures, je me suis sentie trahie. D'autant qu'à cette époque-là, j'étais en vacances en Corse et en prenant le petit déjeuner, les gens qui lisaient le journal étaient absolument... Enfin, je ne dis pas que tous les Corses étaient ravis, mais en tous les cas, ceux qui étaient à mes côtés ce jour-là étaient absolument ravis. Et moi, ça m'a profondément blessée. Vraiment, je me suis dit, mais pourquoi? Et ma question est toute simple. Est-ce que vous pensez que c'est la publication de ces caricatures, ça a été le déclencheur du fait que Charlie a été la cible de cet attentat horrible? Ou est-ce que ça avait commencé avant? Voilà, c'est tout simple. Merci. Je pense qu'on peut, sans craindre de trop se tromper, dire que oui, ça a été le déclencheur de, on va dire, de la vindicte d'une partie de nombreux musulmans intégristes, islamistes, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Je veux dire, les drapeaux français ont été brûlés dans un certain nombre de pays comme le Pakistan. Des ambassades françaises ont été la cible de manifestations. Ça, dans le monde musulman, alors j'embrasse pas la totalité des musulmans du monde, mais dans un certain nombre de pays musulmans, ça a désigné non seulement Charlie Hebdo, mais la France comme une figure absolument démoniaque. Alors après, ça ouvre la question, qui est une question sans fin, que vous n'avez pas posée, mais à laquelle je vais répondre quand même, c'est est-ce qu'il fallait les publier ? Est-ce qu'il fallait les publier? Donc, est-ce qu'il fallait les publier? En gros, deux colonnes. Colonne oui, il fallait. Colonne non, il fallait pas. Colonne oui, il fallait parce que liberté d'expression, parce que laïcité, parce que France pays laïque, parce que pas de raison de céder aux intimidations et au chantage. Donc oui, il fallait. Non, il fallait pas, parce que offense causée à un certain nombre de personnes sincèrement croyantes en
France et ailleurs, offenses causées à leur foi, et circonstances aggravantes en France, offenses causées à un certain nombre de personnes dominées, puisque majoritairement les croyants musulmans en France n'appartiennent pas à la bourgeoisie et aux classes dominantes. Donc, raison de publier, raison de ne pas publier. Évidemment, il était impossible de ne pas se poser la question à l'époque. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Ma conviction personnelle est qu'il n'y avait aucune raison de s'interdire de les publier si on les publiait pour une bonne raison. Alors, on pouvait les publier, par exemple, pour informer les Français sur qu'est-ce que c'était que ces fameuses caricatures qui déchaînaient la colère d'un certain nombre de musulmans dans le monde entier. Il y a une fonction d'information. On pouvait les publier pour faire marrer. Après tout, le cœur de business d'un journal comme Charlie, c'est de faire marrer. Je veux dire, c'est quand même un journal qu'on lit avant tout pour rigoler. Donc si on estimait qu'elles étaient drôles, oui, il fallait les publier. Je pense que l'erreur, à mon sens, qu'ils ont faite, j'en parlais tout à l'heure, ça a été de les publier comme un manifeste politique. Ça a été de les publier en grimpant sur le toit de la maison avec un porte-voix et en disant « Regardez comme nous on est courageux, regardez comme on ne cède pas, regardez comme on est des gens bien, nous publions ces caricatures. Et que je te fais signer BHL une tribune dans le monde, etc. » Je pense que la faute qu'ils ont commise, ça a été celle-là. Ça n'a pas été la faute de la publication. Et je me souviens que même dans toutes les rédactions, à l'époque, toutes les rédactions se posaient la question, pour traiter l'histoire des caricatures, la question se posait à tout le monde, est-ce que pour illustrer nos articles et nos émissions, on va les publier, on va les diffuser ? Et je me souviens que nous, ce qu'on avait fait à Arrêt sur Image, on faisait une émission de télé à l'époque, on avait passé les caricatures qui nous semblaient nécessaires à une bonne compréhension de l'affaire, quoi. Quand on parlait de Mahomet avec un turban en forme de bombe, on a considéré qu'il fallait montrer l'image pour que les téléspectateurs voient de quoi on parlait. Mais on n'a jamais eu l'idée d'en faire un acte absolument héroïque. Alors, pour respecter l'horaire, je vais demander à Lou de prendre... Alors, il y a 2 questions, c'est ça ? Si on peut regrouper les 2 questions, je vais vous demander, messieurs, d'enregistrer. Est-ce que je peux juste compléter ce que bien sûr. Parce que moi aussi, j'ai réfléchi un peu à cette question, et pour les connaître un peu, je me suis dit qu'il y avait plusieurs éléments de réponse à ça. C'est que, d'abord, c'est l'entre-soi. C'est-à-dire qu'en fait, ils vivaient ensemble. Et je pense qu'ils ne se rendaient pas compte toujours de l'impact que les choses pouvaient avoir. Par ailleurs, il y avait une forme de solidarité parce qu'eux-mêmes avaient été beaucoup persécutés par rapport à leurs dessins, etc. Donc il y avait cette volonté-là. Je pense aussi qu'il y avait un coût marketing, il faut pas se leurrer, parce que ça marchait pas bien, Charlie, et donc publier ça, ça mettait un peu le truc. Et puis je pense aussi parce qu'ils embrassaient quand même un combat qui était aussi un peu le leur, quoi. C'est-à-dire contre l'islam radical. Voilà. Alors moi je souscris à toutes ces explications sauf la première, parce que le coup de l'entre-soi, j'ai du mal à acheter l'explication de l'entre-soi quand on voit comment ils ont encore une fois, ils ont accompagné cette publication de manifestes dans la presse, de déclarations, quand je dis de convocations de la presse. Je pense qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient et ils avaient mesuré exactement l'impact. Oui, ça, je te dis pas le contraire, mais je te dis que la prise de décision, c'est aussi un peu des gamins, quoi. Enfin, tu vois, Sharp, c'était aussi un ado un peu attardé. Sharp, oui. Mais celui qui décide, c'est Val. À ce moment-là ? Ah oui. Ah non, il y est plus, là. Ah ben bien sûr que si. T'es sûr qu'il je suis absolument certain que Val, en 2006, il est à... Ah oui, 2006. Oui, 2006, oui. 2006, pardon. On parle de la publication. Oui, d'accord. Ouais. On parle de la publication. Donc c'est Val qui prend la décision. Je crois que c'était plus tard, en fait, moi. Ah non, c'est 2006. La publication, c'est 2006 et le procès, c'est 2007. D'accord. Mais donc, là, c'est la caricature de Cabu, là, dont tu parles. Non, je parle des caricatures de Mahomet. Les caricatures. Je crois que c'était plus tard, en fait. Les caricatures de Mahomet, les caricatures du journal danois. On va passer aux 2 questions. Et puis après, on laissera un temps pour la dédicace, notamment. Et puis, vous pourrez vous approcher des intervenants, vous pourrez les toucher. Voilà. Ah ouais. Ils seront à votre disposition totale et absolue. Attends, j'ai pas signé pour ça, moi. Avec un consentement préalable, on va dire ça comme ça. Lou ? Bonjour, Nicolas. Je voulais reprendre aussi un peu sur la conférence d'avant
est-ce que les mécanismes de non-critique de Charlie sont-ils similaires en fait à ceux d'Israël? Très bonne question. On regroupe avec la suivante, s'il vous plaît. Alors c'est peut-être similaire, mais c'était justement pour revenir sur la liberté. Donc cette liberté d'expression auquel je suis tant attachée en tant que Française. Et pourquoi il y a eu autant de Charlie dans les rues au nom de cette liberté-là. Et aujourd'hui, avec ce 2 poids 2 mesures, toutes ces censures, on n'a pas ces révoltés dans les rues. Et je m'inclus aussi. Peut-être que je suis aussi lâche, mais voilà. Pourquoi il n'y a pas autant de bruit de Français qui se révoltent pour tout ça? Est-ce qu'il est possible de préciser la nature de l'atteinte à la liberté d'expression, qu'on soit bien clair? L'atteinte à la liberté d'expression aujourd'hui, c'est visiblement aussi ce qui se passe avec Israël-Palestine. Je travaille depuis 6 ans. J'ai travaillé depuis 6 ans pour une grande multinationale et j'avais peur de porter le pins que tu portes là aujourd'hui. Pourtant, Dieu sait que j'aurais aimé le porter. Donc voilà. Merci beaucoup pour cette précision. Je vous laisse tous deux répondre. Alors, on a combien de temps? On a combien de temps? Est-ce que l'impunité du charlisme est de même nature et plonge ses racines dans le même terreau que l'impunité d'Israël? C'est la question. Alors, c'est vrai que le rapprochement est tentant. Hein. Le rapprochement est tentant. Val, quand il était directeur de Charlie, et encore aujourd'hui d'ailleurs, à l'unisson de toute la galaxie Bolloré, compte parmi les principaux défenseurs coûte que coûte d'Israël et du gouvernement israélien, et encore plus depuis le 7 octobre. Enfin, je veux dire, il est en pointe, ils sont en pointe. Je pense que ce sont 2 impunités qu'on constate, mais qui ne plongent pas leurs racines exactement au même endroit. Les racines de l'impunité du charlisme, j'en ai parlé tout à l'heure, je pense que ça tient beaucoup effectivement au substrat islamophobe français, lié notamment au passé colonial français. Je pense que l'impunité d'Israël aujourd'hui, dans une large partie de moins en moins large, mais quand même dans une partie importante de l'opinion française, et en tout cas dans toute la classe dirigeante française, politico-médiatique, tient à autre chose. D'abord, elle tient à une autre mauvaise conscience, qui est la mauvaise conscience de Vichy, qui est la mauvaise conscience de la Shoah, qui est la mauvaise conscience française d'avoir... qui est la mauvaise conscience française, 3 générations ou 4 générations plus tard, pour beaucoup de Français, d'avoir vu des Juifs monter dans des trains sans se demander vraiment où ils allaient et en s'en foutant complètement. Je veux dire, ça c'est... Voilà. Et d'ailleurs, la création d'Israël en 1948, c'est la même chose. Enfin, ça, je veux dire, tient à la mauvaise conscience internationale, britannique, américaine, d'avoir laissé faire la Shoah. Après, ça tient aussi aujourd'hui à d'autres raisons, et on rejoint l'islamophobie. Ça tient aussi au fait qu'aujourd'hui, Israël, géopolitiquement, est, ouvrez les guillemets, notre allié, fermez les guillemets, l'allié de l'Occident dans cette région du monde. D'ailleurs, Val l'avait dit explicitement. Il y a des éditos de Val qui est allé à plusieurs reprises en voyage en Israël et qui a fait des éditos pour dire mais quand j'y arrive, je me sens chez moi. Sous-entendu, je me sens pas comme chez tous ces Arabes intégristes et crasseux. Je me sens chez moi. Il y a des télés, il y a des frigos, il y a une liberté d'expression, il y a des terrasses de bistrot, il y a des femmes aux terrasses de bistrot. Je me sens chez moi. Il y a une espèce de solidarité, de géopolitique avec ce pays, alors qui vient se heurter avec l'antisémitisme traditionnel français, qui existe aussi, le traditionnel antisémitisme de droite français. Mais ça donne quand même cette collision, si vous voulez, donne quand même comme résultante
le soutien de la presse, enfin le deux poids deux mesures, là, le soutien hallucinant de la presse française à Israël et à la cause israélienne. Pour en prendre un exemple tout récent de ce deux poids deux mesures, ça date d'aujourd'hui. Ça date d'aujourd'hui à 13h. Ce matin, 22 août 2025, il y a eu 2 informations fortes. La première information forte, l'ONU reconnaît l'état de famine à Gaza, ou dans plusieurs zones de Gaza. Information importante, l'ONU dit qu'il y a une famine. L'ONU. Deuxième information, ce matin, le directeur d'un parc d'Acrobranche est placé en garde à vue parce qu'il a refusé l'entrée de son parc à 150 jeunes vacanciers adolescents israéliens. D'un côté, une famine, de l'autre côté, 150 gamins qui avaient sans doute très envie de faire de l'acrobranche et qui ne peuvent pas entrer dans un parc d'acrobranche. Quelle est celle de ces 2 informations qui a fait l'ouverture du Trésor de France 2, là, aujourd'hui? Et quelle est celle de ces 2 informations dont le Trésor de France 2 n'a absolument pas dit un mot? L'acrobranche, 3 minutes en ouverture du Trésor, reportage, développement, etc. Famine à Gaza, rien. Voilà, je veux dire, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Alors on le constate, et on essaye de l'expliquer. Voilà, c'est ce que je tente de faire. Mais est-ce que ça répond aussi à la question que vous vous posiez? En partie. Non mais... Alors, juste pour être précis, Daniel, et je laisserai le mot de presque le mot de la fin à Lionel. Peut-être qu'on va le réaborder demain. Je crois qu'il y a une table ronde avec des artistes engagés, donc ça va sans doute revenir sur le tapis. Hein. Connaissant Kevin Razi notamment, je pense que ça va venir sur le tapis. C'est un débat en soi. Et très honnêtement, Daniel et moi, alors on a cette spécialisation de la critique média. Alors je ne parle pas en ton nom, mais je parle en mon nom. On a beau se triturer, on a beau rechercher. Quand on a un journaliste d'une grande chaîne de radio française qui dit que c'est pas juste l'info, c'est l'info juste, qui va aller dire, je ne veux pas donner son nom, je ne veux pas personnaliser les choses, qui va dire je suis obligé, en l'occurrence il fait allusion à Rima Hassan et aux gens d'LFI en général, et du nouveau Front Populaire, je suis obligé, à cause d'eux, de jouer mon rôle, c'est un journaliste qui parle, hein, je suis obligé de jouer mon rôle de juif de service. On a quitté, on a lâché la rampe, quoi. Là, on est sur un toboggan humide, enfin, on part en vrille complètement. C'est-à-dire qu'on n'est plus journaliste, on vient défendre un point de vue qui serait, car heureusement, parmi... Alors, je ne parle jamais de communauté juive parce que ce n'est pas uniforme, hein, c'est comme les musulmans. Parmi nos amis de confession ou de culture juive, heureusement qu'il n'y a pas quelque chose de monolithique. Il y a nos amis de Tzedek, de l'UJFP, enfin bref. Donc c'est dire qu'il joue le juif de service, non. Il joue le sionard de service. Et quand on dit sionard, ou sioniste, quand on dit sioniste, on peut ne pas être de confession juive et être sioniste. Et donc c'est ça qu'ils ne veulent pas reconnaître, que c'est un courant de pensée qui collabore. J'ai entendu le mot collabo tout à l'heure, mais oui, c'est le terme, moi j'emploie ce terme-là. Ces gens-là sont des collabos. Et je terminerai juste là-dessus. Il y a 2 jeunes femmes qui viennent de lancer, je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux, on le retrouve assez facilement, une cagnotte qui se sont entourées d'une dizaine d'avocats, parce qu'il y a un moment, il va falloir qu'on en sorte de tout ça. Et en l'occurrence, les tenants du charlisme sont quasiment tous pro-Netanyahou. Il va falloir en sortir, et elles ont décidé de lancer une cagnotte, et elles vont traîner devant la justice un certain nombre de collabos des réseaux médiatiques. Tous les gens qui passent sur les plateaux et qui sortent les pires horreurs du monde sans jamais être ennuyés judiciairement. Elles ont dit stop, on n'en peut plus, on va lancer des procédures judiciaires. Et moi je dis bravo, et je vous invite vraiment, et puis j'essaierai par les réseaux de nos amis de l'organisation ici, de vous faire passer les coordonnées, les contacts pour pouvoir les soutenir. Je ferme la parenthèse parce que effectivement c'est l'objet d'un débat complet que j'espère on aura sous d'autres cieux. Lionel, juste pour revenir, en fait tu l'as dit au début, Charlie Hebdo, Harakiri, puis Charlie Hebdo, ce sont des institutions en France.
d'une certaine façon, même si elles étaient peu lues, même si elles étaient un peu marginales. Mais c'est quand même des institutions dont les Français sont fiers parce que, soi-disant, on est libre en France, etc. On a une grande gueule, etc. Donc je pense que il y avait une vraie sincérité au lendemain, évidemment, de ce qui s'était passé, et qui était un peu patriotique aussi, parce que le Charlie, ça représente, et d'ailleurs, on a vu, le monde entier est venu, même Netanyahou, voilà. Et alors qu'évidemment, les Arabes, tout le monde s'en fout. Donc, je pense que c'est clair et net, c'est qu'on se mobilise pour le patrimoine national français, mais pour les Arabes, quels qu'ils soient, d'ailleurs, on s'en fout complètement, quoi, il me semble. Je le pense. Non, mais vraiment, je le pense aussi. Hein. Sinon, il n'y aurait pas ce deux poids deux mesures aussi flagrant. Et je termine vraiment là-dessus, provisoirement. C'est que pour moi, ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, c'est à ce moment-là que j'ai commencé ma chronique sur le média en l'occurrence, ce qui s'est passé pour moi le 7 octobre 2023 est bien plus important, bien plus impactant, et c'est pour ça que le livre, je trouve, en plus que le livre de Daniel était éclairant et nourrissant, parce que je pense que c'est la pire fracture dans le milieu politique, alors de gauche, puisqu'à droite ils sont de façon pro-Netanyahou depuis toujours, mais ils sont colonialistes, mais à gauche et dans les médias, c'est la pire fracture. Je pense qu'on s'en remettra pas. Pardon, c'est pas très optimiste. Je pense qu'on s'en remettra pas de l'après 7 octobre. Ce qui est en train de se passer dans le paysage médiatique, c'est en partie, madame, pour répondre à votre question, ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement dans le paysage médiatique, ce qui est grave, puisqu'après, a priori, il devrait y avoir une mesure, il devrait prendre un peu de recul. Ce qui se passe là et ce qui se passe dans la gauche française, je pense à des députés qui estiment que si on n'est pas d'accord avec eux, on est antisémite. Je pense qu'il y a, mais même Daniel a souffert cet été d'accusations d'antisémitisme pour avoir émis un avis. Donc ils sont capables, y compris, d'avoir des avis tranchés. Et ce fameux contre-Uno antisémite, dont mon cher ami qui est là demain, je crois, Pascal Boniface, a soupé. On n'est plus dans la mesure, on n'est plus dans la réflexion, on est dans quelque chose qui me semble être une espèce de chasse aux sorcières, dont on souffre toutes et tous. Mais j'espère évidemment que l'histoire, comme je le dis souvent, c'est le seul juge de paix, c'est que l'histoire nous donne raison à la fin. Je vous remercie infiniment. Vraiment, c'est juste pour respecter les autres tables rondes et puis respecter le temps. Donc, vous pouvez retrouver Daniel, j'irai lui masser les épaules en même temps, au stand du livre. Ça ne se refuse pas. Pour une dédicace. Non, mais la liste d'attente est longue. Mais pour une dédicace. Et puis, écoutez, on vous remercie infiniment. Et puis, on est à votre disposition s'il y a besoin d'échanger autrement. Merci infiniment. Merci beaucoup.